Donc, Frédéric Ancel, salut Frédéric. Bonjour. Dont un nouveau bouquin alors arrive dans 3 semaines, Dans 3 semaines, Les voies de la puissance chez Odile Jacob. Et il s'agit de raconter quoi alors Il s'agit de raconter le sous-titre, c'est-à-dire penser la géopolitique au XXIe siècle. L'État reste et restera plus puissant que les autres acteurs des relations internationales. Du moins, la nature de la puissance de l'État est selon moi plus considérable que la nature de la puissance des autres acteurs. Quels sont les autres acteurs des relations internationales que les multinationales au GAFA ou GAFA, D'accord. Parce qu'on appelle à tort l'opinion publique, les grandes organisations humanitaires, les personnalités spirituelles ou du monde de l'économie ou de la politique, les clans, les tribus, les grandes familles, les villes, les métropoles très importantes. Je considère que à la fin des fins, l'État reste et restera le plus puissant. Ah, c'est super intéressant. Il y a un mot que j'adore, moi, ce mot de corporation, quand on parle justement des très grandes entreprises, au moment où Facebook a commencé à réfléchir à sa monnaie, etc. Enfin bref, tout ce qu'on voit, beaucoup de réflexions autour de la monnaie notamment, tout ce qui se passe autour du Bitcoin, etc. Et tout. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté permanente d'essayer d'échapper à l'emprise des États. Et tu crois qu'à la fin, c'était une phrase que j'aimais bien, ça, à la fin, c'est quand même ceux qui ont les porte-avions qui décident, quoi. Oui, c'est ça le sujet. Oui, voilà. C'est exactement ça. Ouais. Les porte-avions et les avions surtout qui se trouvent sur les porte-avions, ouais. dotés de bombes. Ah oui, le hard power dominera de toute façon le soft power. Ça ne veut pas dire que le soft power n'est pas important, mais il ne fait qu'accompagner la montée en puissance. C'est un peu, quand on essaye de devenir plus puissant, notamment au détriment de petits camarades, on essaie de faire passer la pilule. Alors, on avance du soft power, mais à la fin des fins, c'est exactement ce que tu dis. Ce sont les attributs de souveraineté traditionnels, au moins depuis les traités de Westphalie, de l'époque moderne, au XVIIe, qui domineront, me semble-t-il. Quand on s'inquiète de la dette, j'en vois parfois à mes correspondants les Templiers. Ceux qui ont cru qu'ils allaient pouvoir s'opposer au roi de France, et on les voit sur le bûcher. Voilà, on les voit sur le bûcher, et à un moment... 1314 s'en débarrasse. Ouais. Laurence Daziano, salut Laurence. Pas de bouquin, Laurence, pas de bouquin en gestation. Pas en gestation. Bon, écoute, il va falloir que ça vienne. Allez, on y va. Avec quoi on commence? Tiens, alors je vais vous raconter pourquoi est-ce qu'on va commencer avec ça. Je ne vais pas citer mais il se trouve que j'ai eu la chance de réunir, j'en ai déjà parlé d'ailleurs sur Bismarck, parce que c'était très très riche, un certain nombre de grands chefs d'entreprise, SBF 120, CAC 40, discussion très très libre. Le premier des sujets, et je ne le dis pas pour vous faire plaisir, moi je pensais que ça allait être nouvelle forme de travail, c'est quand même de sacrés sujets pour les entreprises aujourd'hui, gestion des pénuries, etc. Premier sujet, alors les relations internationales, mais particulièrement la Chine et à un degré moindre la Russie. Je me tourne vers toi Laurence, leur idée est, forcément il va y avoir quelque chose autour de Taïwan. Et la seule réponse américaine va être une réponse économique par des sanctions, comparables peut-être à ce qui a été imposé à l'Iran. Et nos actifs en Chine vont être... on ne va plus pouvoir les opérer sous peine de sanctions américaines. Enfin, ce qu'on voit se passer aujourd'hui avec un certain nombre de hauts dignitaires russes, avec le Soudan, avec l'Iran, qui encore est sous un régime de sanctions américaines extraterritoriales. Bref. Comment est-ce que tu aurais répondu, tiens, à cette interrogation de ces chefs d'entreprise ? Déjà, je leur aurais dit effectivement que Taïwan est un sujet. Taïwan est un sujet pour Xi Jinping parce qu'il n'a jamais fait mystère de son intention d'avoir sa grande Chine. Donc la grande Chine, c'est Taïwan y compris. Qu'on est dans une période de commémoration. L'année dernière, 2021, c'était le 100e anniversaire de la création du Parti communiste chinois. 2049, ce sera le 100e anniversaire de la République populaire de Chine. Donc on peut se dire que d'ici à 2049, il y aura une opération sur Taïwan. Alors quand est-ce qu'elle aura lieu? Est-ce que c'est proche ou pas? Et c'est sous quelle forme? Ça reste encore à voir. Sur Taïwan... rattacher Taïwan à la Chine, il y a plusieurs manières. On en parlera probablement sur la Russie avec l'idée de guerre hybride. C'est-à-dire que la guerre, elle n'est pas seulement avec les porte-avions, les militaires, même si in fine, malheureusement, je rejoins ce que disait Frédéric, parce que moi, j'aurais préféré que ce soit l'économie qui domine le monde et pas les États. Mais il y a plusieurs possibilités de faire la guerre contre Taïwan.
avec une population taïwanaise qui est beaucoup plus jeune, qui a vu ce qui s'est passé à Hong Kong, donc n'a pas du tout envie d'être dans la grande Chine, alors que les aînés et ceux des générations qui avaient encore connu la partition en 49, pour eux, c'était peut-être moins un problème. Et là, on voit vraiment, sociologiquement, un découplement de la Chine. Donc, Taïwan, oui, c'est un sujet. Oui, il va se passer quelque chose. Alors, de là à ce qu'il y ait une invasion militaire, je suis moins sûre parce que le détroit est quand même grand. Ça se verra très vite. Ah oui, ça pour se voir, ça se verra. Oui. Non, mais c'est parce que du coup, c'est très grand. C'est quand même, c'est une île qui est un peu rochée, donc c'est très difficile. Oui, mais ça se verra. Mais Laurence, le sujet, c'est personne ne va bouger pour Taïwan. Personne ne bougera pour Taïwan militairement. Donc même si ça se voit, à la limite, c'est pas très grave, quoi. En réel politique. Alors, quand est-ce qu'on peut imaginer un scénario? Là, économiquement, il commence à y avoir un sujet oui. pour Xi Jinping. Alors, voilà. il ne le on fait a pas. Des tout derniers chiffres d'ailleurs qui sont tombés qui confirment. Et donc, c'est une espèce de sortie, comme on l'a vu dans l'histoire, hein, sortie d'un dirigeant et d'un système un tout petit peu à bout de souffle qui fait une sortie nationaliste et militaire pour se redonner une légitimité. Il y a encore trop de dépendance entre la Chine et Taïwan, et notamment la Chine est encore très dépendante des semi-conducteurs. Donc, c'est les sanctions américaines qui ont déjà eu lieu ont quand même beaucoup affecté Huawei, qui est le champion chinois. Donc, la croissance chinoise est en train de baisser. La croissance chinoise, le peu qu'il y en a entre guillemets, parce que pour 2021, ils vont être à peu près sur du 4%. Elle repose beaucoup sur les exportations, alors que justement, dans le système que voulait instaurer Xi Jinping, qui était cette circulation duale, la croissance devait venir de l'intérieur, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'avec en plus la crise sanitaire, c'est la Chine qui a exporté beaucoup. Enfin, l'excédent commercial chinois vis-à-vis des États-Unis, là, j'ai plus le chiffre en tête, mais il n'a jamais été aussi. Les chiffres ont été publiés à la fin de la semaine dernière, voilà. Ils battent des records. Voilà, ils battent des records. Donc, la croissance chinoise ne se fait pas du tout dans le sens où voudrait que Xi Jinping la fasse. Et les sanctions américaines qu'il y a eu vis-à-vis de Huawei ont beaucoup affecté la Chine. Or, ces semi-conducteurs sont nécessaires à la Chine pour pouvoir avoir sa croissance. Donc, pour l'instant, la dépendance est encore grande. Et Taïwan elle-même, le tiers des exportations de Taïwan va quand même vers la Chine. Et je crois que c'est 20% des importations viennent de Chine aussi. Donc, il y a encore trop d'intérêts économiques pour risquer à court terme, mais à long terme, enfin 2049, je pense que l'affaire est pliée. Mais Xi Jinping le dit dans ses discours, enfin il suffit de le lire, il le dit, donc l'affaire sera pliée à un moment ou à un autre. Maintenant, pour répondre au chef d'entreprise que vous avez eu sur la Chine et sur le fait que faire économiquement et ce qui se passe en Chine et même au-delà de Taïwan, c'est-à-dire cette volonté de recentrer l'économie sur l'interne pour être moins dépendant de l'externe. On voit dans des campagnes contre des entreprises occidentale, hein, notamment on l'a vu dans le domaine du luxe contre Dolce & Gabbana, contre Dior. Et puis on l'a vu aussi dans la façon dont ils ont de travailler sur l'industrie automobile. Les grands constructeurs automobiles allemands, qui sont très dépendants du marché chinois, ont commencé à découpler la production entre le marché européen, américain et le marché chinois. Ça veut dire quoi, découpler la production ? Alors, découpler, ça veut dire que de plus en plus, il n'y a plus d'interaction entre les deux marchés, c'est-à-dire que tout est produit sur place, mais tout est produit sur place jusqu'au logiciel de gestion. C'est-à-dire que comme quand vous travaillez en Chine, vous êtes obligé d'avoir la cellule du parti et le représentant du parti qui peut aller jusqu'au conseil d'administration, c'est-à-dire avoir accès à tous les documents stratégiques de l'entreprise. Quand vous faites un cloud, vous êtes obligé de le mettre en Chine. Donc évidemment, il n'y a plus aucun secret parce qu'il est transparent pour le pouvoir. Donc les constructeurs automobiles allemands sont allés jusque-là. De manière à découpler, d'abord parce que ça permet de garder les secrets industriels et de garder les secrets commerciaux pour tout ce qui concerne les marchés occidentaux, de découpler le cloud pour ne plus qu'il y ait accès à tout, et surtout le jour où il y aura des sanctions américaines contre la Chine, vous en parliez sur les sanctions extraterritoriales, et on sait combien, on pourrait y revenir, mais on sait combien l'Europe est faible pour répondre aux menaces de sanctions extraterritoriales des États-Unis.
pour répondre à ces sanctions extraterritoriales. À ce moment-là, tu peux laisser tourner l'entité toute seule. Voilà, l'entité, elle est toute seule parce qu'elle est sur son marché et qu'elle n'a plus accès au monde américain ou occidental. Ça va même jusqu'au système SWIFT, parce que une des grandes questions, une des grandes sanctions que les États-Unis peuvent imposer, ils l'ont fait pour l'Iran, c'est de couper le pays du système SWIFT. On est en train de se poser la question sur la Russie. Donc interopérabilité des paiements bancaires. Des paiements bancaires, pardon. On est en train de se poser la question pour la Russie, mais l'économie russe est tellement interconnectée avec nos entreprises, avec l'Europe, que ça devient très compliqué. Mais les Chinois veulent eux-mêmes se sortir du système SWIFT, puisqu'ils sont en train de monter leur propre monnaie virtuelle de la banque nationale chinoise, la banque centrale chinoise, de manière à être indépendants dans leurs paiements, dans leur approvisionnement et dans leurs paiements, dans leurs exportations de ce système SWIFT. Donc les Chinois sont en train de tout organiser pour ne plus être dépendants des États-Unis. Et c'est vraiment le monde qui est en train de se faire avec deux pôles différents. Technologiquement, comme je l'ai dit, ils sont encore en retrait, mais ils vont finir par y arriver, surtout si à terme, ils commencent à absorber Taïwan et TSMC, qui d'ailleurs commencent à construire des usines ailleurs qu'à Taïwan, puisque vous avez une usine qui est en construction aux États-Unis, parce qu'il y a des projets au Japon, en Corée du Nord, et j'ai même cru lire, mais peut-être que j'ai mal compris, avec l'Australie. Donc, on voit que tout est en train de se découpler. Ok, c'est très clair. Frédéric ? C'est très clair sur le plan économique, ça l'est absolument pas sur le plan stratégique et militaire. D'abord parce que le détroit de Taïwan, il est tout petit. Donc, excuse-moi, mais n'importe par rapport à la armée, Manche, voilà. Par rapport au Channel, en fait, c'est ça le truc. Moderne, non, ça, non, là, non, c'est juste en face. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Taïwan, c'est pas Hong Kong. Hong Kong, c'était intégré à la souveraineté de la Chine. Il y avait un statut d'autonomie à respecter, Pékin ne l'a pas respecté. Mais personne ne remettait en cause depuis 1997 la souveraineté de Hong Kong sur la Chine. Et par ailleurs, territorialement, on est bien évidemment déjà en Chine. Ce n'est pas vrai avec Taïwan. Ce n'est pas exact avec Taïwan. Taïwan est un État indépendant et qui est reconnu comme tel par les autres États. Troisième point, l'armée taïwanaise est parfaitement redoutable. L'armée taïwanaise est redoutable. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. La Chine, depuis les royaumes combattants faisant un peu de brodel les temps longs, mais les Chinois utilisent très rarement l'arme militaire lorsqu'ils veulent arriver à leur objectif. Ils l'ont déjà fait, entre parenthèses, en 1979, ça leur a coûté très cher face au Vietnam, et en 1969, ils ont perdu face aux Soviétiques. Donc, ils ne le font pas. Et je pense qu'ils ne vont pas s'amuser à renverser la table, qui est aujourd'hui une table extrêmement favorable avec un jeu qui leur permet bien sûr de monter en puissance pour toutes les raisons d'ailleurs que tu as très bien rappelées. Pourquoi ? Pour subir potentiellement une défaite militaire à Taïwan. Parce que, attendez, en face, il y a la 7e flotte américaine. Enfin, il ne faut pas plaisanter. On n'est pas là sur quelque chose qui relève des combats qui se situent à 5000 mètres d'altitude face à des pauvres soldats indiens qui sont sous-équipés. On a affaire aux États-Unis. Et moi, je pense que les États-Unis ne lâcheront pas Taïwan, parce que s'ils lâchent militairement Taïwan, ça signifie que leur crédibilité vis-à-vis du Japon, des Philippines, de l'Australie. Je vous rassure, je ne vais pas faire les 56 États militaires alliés des États-Unis sur 193 États au monde. Je vous en ai fait simplement 3, parce que je vous épargne, qui se trouvent dans la région et qui sont juste fondamentaux, notamment le Japon. Ce n'est pas possible. Alors là où tu as raison, c'est Xi Jinping dit de toute façon, en 2049, la Chine sera unifiée. Mais unifiée sur le plan sémantique, rhétorique, diplomatique, militaire. Il y a plein de possibilités économique autre que la possibilité stratégique et militaire à laquelle je ne crois mais absolument pas. C'est vrai que formidable. C'est vrai que les Chinois se lancent dans l'aventure militaire quand ils sont sûrs d'avoir déjà gagné la guerre, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas. Oui, et c'est vrai aussi qu'ils ont perdu contre les Vietnamiens en 1979 et que ça a laissé des traces, même si depuis l'armée chinoise a quand même été beaucoup transformée. Elle a été diminuée de moitié. Il y a quand même encore 1 million d'hommes, mais elle a quand même été divisée de moitié et elle s'est beaucoup modernisée. Elle s'est modernisée, mais on ne sait pas ce qu'ils valent, ces hommes, et on ne sait pas ce que valent ces matériels. Construire des bateaux, c'est très bien. Est-ce qu'ils savent parfaitement les utiliser, et aussi bien que les Américains ? Je ne sais pas. Et personne n'en sait rien. Passons à l'autre bruit de botte, la Russie. Alors tiens, Frédéric, c'est toi qui commences.
Qu'est-ce qu'elle cherche à faire avec l'Ukraine? C'est quoi cette histoire? Donc là, on apprend d'ailleurs qu'il y a une cyberattaque massive sur l'administration ukrainienne. Bon, très très compliqué de savoir d'où elle vient. Quelle est la logique, quelle est la stratégie là? Alors, dans un excellent atlas des frontières paru il y a quelques mois, j'ai oublié le nom de l'un des deux auteurs. L'un des deux, c'est Hugo Billard, et l'autre, bon, bah, j'ai oublié. Vous mettrez le nom à ma place. Nous traçons de très très jolies cartes de l'Europe orientale et de la Russie. Et j'invite tous les gens qui nous font l'amitié de nous écouter à prendre, comme toujours en géopolitique, évidemment, des cartes. Personne en Russie n'acceptera que l'Ukraine bascule dans l'OTAN. L'Ukraine dans l'OTAN, ça signifie une base militaire américaine à 900 km de Moscou. Alors moi je pense que même les gens que j'ai rencontrés, je n'ai jamais vécu en Russie, mais les gens que j'ai rencontrés, qu'on croise, qu'on lit, même ceux qui ne sont pas favorables à Poutine, même ceux qui ne sont pas nationalistes, et il y en a beaucoup en Russie, ne peuvent pas accepter ça, ce n'est pas possible. Donc ce que souhaite la Russie, c'est la finlandisation de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine, on l'a bien constaté depuis au moins 2014, ne veut plus faire partie de on va dire d'un monde grand russe et ne veut pas revenir évidemment au sein d'une Russie. Elle a pour l'essentiel de mauvais souvenirs, en tout cas toute la partie centrale et occidentale en a de très mauvais souvenirs. Très bien, et je pense que Vladimir Poutine est assez intelligent pour comprendre qu'il ne peut pas l'annexer. En revanche, il refuse catégoriquement, il refusera et il mettra tout en œuvre pour faire en sorte que l'Ukraine ne bascule pas dans l'OTAN. Je pense qu'on serait bien inspirés, nous autres occidentaux, atlantistes ou pas, peu importe, on serait bien inspirés de comprendre cela et de ne pas suivre aveuglément une position polono-balte, donc polonais et celle des États baltes, qui nous pousse littéralement à un conflit avec la Russie. Je pense qu'il faut toujours considérer que Vladimir Poutine comprend très bien les rapports de force. C'est un lecteur dans le texte en allemand de Clausewitz, le grand stratège prussien du 19e. Il pense les rapports de force. Et à chaque fois, il accepte systématiquement les défis en termes de rapports de force. Il faut les accepter, mais certainement pas aller trop loin. Dans n'importe quel jeu bien compris, on ne peut pas pousser l'adversaire au-delà d'une ligne rouge qui le ferait sortir littéralement du jeu, qui le ferait sortir de la table. Et l'Ukraine, dans l'OTAN, ferait sortir littéralement la Russie du jeu. Elle ne l'acceptera pas et elle ira jusqu'à une guerre si on la pousse à cela. Et c'est la raison pour laquelle je suis très optimiste, parce que je pense que les Américains et la plupart des Européens, en tout cas en France, on en a conscience. Et regardez ce qui s'est passé, et j'en finis, ces derniers jours. On a le temps, il y a eu un sommet OTAN-Russie, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a bypassé l'Europe pour une raison très simple. Il n'y a pas d'Europe puissance, pas de bras, pas de chocolat. Voilà, très bien. Donc, puisqu'on ne veut pas incarner une puissance, donc on ne nous demande pas notre opinion. Et malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui, en dépit de la volonté que je tiens à saluer, très objectivement, du tandem Macron-Le Drian en France, rejoint d'ailleurs dans une certaine mesure maintenant par les Allemands, les Italiens, qui souhaitent l'émergence d'une Europe puissance, parenthèse fermée, j'espère qu'un jour ça finira par se faire. Mais regardez ce sommet OTAN-Russie, on dit un peu partout que ça a été un échec. Attention, on n'a pas trouvé de solution, c'est vrai, mais on s'est parlé de manière, alors pour le coup, extrêmement franche, et de part et d'autre, on a établi de manière très très épurée en quelque sorte les lignes rouges. Pour l'instant, les Américains refusent de considérer que l'OTAN ne sera plus jamais ouverte à aucun autre pays. Après tout, si demain le Honduras souhaite rentrer dans l'OTAN, après tout, les Russes n'auront pas... Atlantique Nord, c'est compliqué quand même, le Honduras. Oui, enfin en même temps, c'est pas faux. Mais en même temps, comme aurait dit Emmanuel Macron, j'ai des problèmes avec ma carte si l'Ukraine fait pas... Mais d'accord, sauf que l'OTAN intervient, ça t'aura pas échappé ces dernières années, sur des théâtres d'opérations qui n'ont rien à voir avec sa vocation. La Turquie est membre du traité de l'Atlantique Nord, donc il n'y a aucun problème. On est encore, c'est pas fait virer, rien que ça démontre. Et puis on intervient maintenant un peu partout dans le monde, y compris en mer Rouge, on a a priori rien à faire. Donc, mais cela dit, tu as raison. Mais n'importe quel autre pays souhaitant rentrer dans l'OTAN, les Russes n'auraient pas leur mot à dire. Mais de l'autre côté, les Russes nous ont indiqué de manière extraordinairement claire que de toute façon, l'Ukraine, évidemment la Biélorussie aussi, mais pour l'instant le problème est vraiment celui de l'Ukraine, n'entrerait pas. Bon, on s'est quitté là-dessus. Je dirais qu'au moins ça a eu lieu et que les choses sont claires. Ouais, voilà. Ok, juste un mot, là aussi, de cette conversation. L'un de ces grands patrons vient d'ouvrir une filiale importante en Pologne. Et on lui a fait bien préciser, c'était bien la première réunion du conseil d'administration et c'était bien la première question. Oui, le plan de continuation d'activité au moment de l'invasion russe. Voilà ce que les Polonais voulaient sur le premier conseil d'administration et la première question.
plan de continuation d'activité au moment de l'invasion russe. Et il s'est dit qu'il était un tout petit peu en décalage avec ce que ressentaient les Polonais. Laurence. Alors, je serais peut-être un peu plus mesurée et peut-être un peu moins optimiste que Frédéric, parce qu'il y a quand même beaucoup d'armes qui sont en train d'être concentrées sur une petite zone. Donc, au bout d'un moment, il peut y avoir une étincelle, même involontaire. C'est pas faux. Je partage totalement ce qu'a dit Frédéric sur le sentiment de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Conceptuellement, l'Ukraine ne peut pas être pour eux en dehors de l'espace russe. Donc ça peut pas aller à l'Occident. L'Ukraine ne peut pas être dans l'Union européenne. L'Ukraine ne peut pas être dans l'OTAN. C'est déjà assez mal passé quand c'était les pays baltes et la Pologne. Mais les pays baltes et la Pologne avaient une histoire qui était différente de la Russie. C'était des nations qui existaient. L'Ukraine, c'est un peu plus compliqué. Kiev, c'est le berceau de l'orthodoxie pour les Russes. Donc, voilà, donc le découplage est un peu plus différent. Et puis, du temps de l'Union soviétique, combien ont des parents qui sont l'un russe, l'autre ukrainien, et puis ça changeait rien. Je pense qu'il faut prendre en compte les sensibilités de chacun. Donc, pour les Russes, effectivement, on ne peut pas... l'Ukraine, c'est quelque chose d'intouchable. Les Polonais, les Baltes ont vécu durement tout ce qui a été occupation soviétique ou russe tout au long de l'histoire, puisque la Pologne, c'est quand même cette grande plaine, il n'y a pas de frontières, donc ils ont été envahis, les Allemands, les Autrichiens, les Russes, les Soviétiques. Donc, c'est normal aussi que leur sensibilité soit là, et pour autant, comme le dit Frédéric, ça ne doit pas être le seul vecteur ou le seul marqueur de la position européenne. Ils sont dans l'Union quand même. Enfin, là-dessus, moi j'ai un problème sur ce que tu as dit, puisque tu en parles, juste me permet, mais ils sont membres de l'Union européenne. On ne peut pas d'un côté regretter qu'on ne soit en rien une puissance et d'un autre côté ne pas être... On peut en tenir compte, mais ça ne doit pas non plus être le seul... Enfin, il faut... en anglais, on dirait mitigate leurs opinions, c'est-à-dire qu'il faut un petit... Eux, ils réagissent de manière vraiment... Épidermique. Il faut mettre un petit peu de raison. La ligne de crête est très étroite parce que eux, ils savent ce que c'est qu'une invasion soviétique, oui, et la preuve, et visiblement, ils en ont peur. Ils y pensent toujours. Je pense comme Frédéric qu'il y a... C'est un jeu. La guerre, elle est hybride. Et si la guerre avec les bots n'a pas commencé, on voit bien que la guerre psychologique, la guerre cyber, la guerre... on fait des petites provocations pour voir comment ça va réagir. Vous avez, ce week-end, il y a eu de grandes manœuvres navales russes dans la mer du Nord. Les Suédois ont remis des troupes dans l'île de Gotland, qui est, puisqu'on parlait des cartes, qui est une espèce de porte-avions avancé vis-à-vis de la Russie. C'est une île qu'ils avaient totalement démilitarisée entre à peu près 2008-2016. En 2017, ils ont refait un grand exercice avec les Américains sur l'île de Gotland, à la demande des Baltes d'ailleurs, qui disaient mais surtout n'abandonnez pas cette île parce qu'elle est importante vis-à-vis de la Russie. Mais donc ça veut dire que vous êtes d'accord quand même sur l'idée que l'annexion s'arrête à la Crimée. Donc il a pris la Crimée, il la rendra jamais, il a fait le pont, etc. C'est fini. Peut-être un petit peu du Donbass, donc de l'extrémité orientale de l'Ukraine où il y a énormément de Russes, mais on s'arrête là, quoi. Mais même, en voulant, moi je pense toujours que Poutine est un acteur faible. Je l'ai déjà dit. Oui, mais ça, tu es constante là-dessus. En allant sur l'Ukraine, à rebours, Poutine a créé quelque chose qui n'existait pas avant, qui est un sentiment nationaliste ukrainien très fort. Et même dans le Donbass, où il est avec des proxys, et même s'il y a une majorité russe, il n'a pas réussi son annexion totalement. C'est-à-dire que ça se bat toujours. Alors, c'est des lignes de front, on a l'impression d'être en 14-18, parce qu'ils sont dans des tranchées. Mais il a réveillé cette espèce, ce nationalisme ukrainien qui n'existait pas avant, avec maintenant des Ukrainiens qui sont notamment des jeunes qui sont prêts à se battre, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, ce qui fait vient un petit peu à rebours. Sur la Crimée, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'entre l'histoire, le fait qu'il soit allé contre le droit international des frontières à un moment donné, mais qui ne correspondait pas à l'histoire et tel qu'il le ressentait, ça on pourrait en parler longuement. La Crimée, le dossier est refermé. Enfin, la Crimée, je pense que le dossier est refermé, mais sur l'Ukraine, je pense que il y avait des bruits de bottes. Alors, est-ce que
comment est-ce que ça va se matérialiser, mais le fait que les armées, l'armée russe, les 100 000 hommes dont les Américains nous disent qu'ils sont massés à la frontière, est-ce qu'ils pourraient aller jusqu'au Dniepr, de manière à faire une continuité territoriale avec l'Ukraine? Kiev est quand même tout en haut du Dniepr, donc c'est quand même un petit peu, avoir des armées russes juste à la frontière, pratiquement à la capitale, ça pose aussi une question. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de petites provocations pour que les Russes disent après non mais on intervient, mais en fait c'est pour nous défendre? Ok, donc ça reste un point d'interrogation, Frédéric? Non, mais pardon, mais sur le plan militaire, il n'y a aucun intérêt pour la Russie d'entrer en Ukraine. L'important, c'est que l'Ukraine ne bascule pas dans l'OTAN. Pour le reste, ça coûte extrêmement cher d'occuper un pays de 55 millions d'habitants. C'est toujours cette dérive nationaliste, voilà. Pas, de toute façon, ça c'est certain. D'accord. Il y a par ailleurs effectivement aujourd'hui la montée d'un nationalisme qui est multiple, parce qu'en fait, si les Polonais s'intéressent autant à l'Ukraine, c'est quand même peut-être aussi, mais c'est un point, bien sûr, c'est une hypothèse, hein, bien évidemment, que je me permets de vous soumettre, amicalement. Je rappelle simplement le nord-ouest de l'Ukraine est polonophone, uniate, donc catholique, et ça appartenait à la Pologne avant 1939. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Donc si vous voulez, donc le côté annexionniste de Poutine, je veux bien. Enfin, les Polonais là-dedans, moi je comprends très bien le ressenti. Mais après, lorsque le ressenti est instrumentalisé par un pouvoir ultra-conservateur, c'est beaucoup plus gênant. Et c'est vrai aussi pour les 3 États baltes. Maintenant, concernant la Crimée, le dossier est terminé, c'est fini. Mais ça, il nous le dit. Poutine, il nous le dit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le fameux pont, construit à grand renfort d'argent qu'il n'a pas en principe, là, il l'avait, c'est cet argent pour construire ce pont, des drapeaux, foisonnement absolument partout, et l'armée russe est officiellement en Crimée. De toute façon, c'est le seul port d'attache, depuis d'ailleurs pratiquement le XVIIIe siècle, pour l'escadre vers les mers chaudes. En revanche, dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, il nous dit quelque chose, je crois, Vladimir Poutine. Il n'y a que des hommes verts. Alors, on n'est pas complètement idiot. On sait très bien que c'est des soldats russes et des miliciens russes. Oui, mais ils ne l'assument pas. C'est intéressant. Ça veut dire que là, on peut négocier encore. Il y a des choses à négocier sur l'Ukraine. Personne n'y va. Mais vous n'y allez pas non plus. Sur la Crimée, ça c'est... Et bien évidemment, le dossier est fermé. Et il n'y a aucune leçon à tirer de ce qui s'est passé au Kazakhstan? Intervention très années 60, quoi. Enfin, vraiment. Là, c'est exactement ce que disait ma camarade. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a une. C'est la sphère d'influence, taisez-vous. Voilà. C'est l'étranger proche. Mais c'est quand même pas nouveau du tout. Ça avait commencé avec la Géorgie en 2008, quand même. Hein. Avec la Géorgie, Poutine n'est pas plaisanté. Kazakhstan, là, ils y sont allés. Côte-Port. Si, l'Ossétie du Sud. Je me permets de rappeler que l'Ossétie du Sud a été littéralement détachée de la Géorgie et que l'Abkhazie était détachée de la Géorgie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez et que des passeports russes ont été complaisamment donnés à tous ceux qui, plus ou moins russophones, voulaient bien devenir ossètes. Si la Géorgie savait. L'Ossétie qui est évidemment pardon, je vais pas. Il se trouve que. Non, il est allé encore beaucoup plus fort. J'y suis allé moi en Ossétie du Sud, mais c'était il y a 20 ans, c'était déjà. C'était géorgien. Il y a 20 ans, c'était géorgien. Ossétie du Nord, Ossétie du Sud. Dans le Nord, c'est des champs de mines pour passer de l'un à l'autre. Le Nord, c'est Fédération de Russie. Ça a toujours été. Mais l'Ossétie du Sud, aujourd'hui, est un État indépendant reconnu par qui? Par Moscou. Voilà. Et c'est quand même une province géorgienne. Sphère d'influence, taisez-vous. Souvenez-vous aussi du Kyrgyzstan. Souvenez-vous de ces fameuses révolutions orange. Souvenons-nous aussi de la Moldavie, sur laquelle se trouve toujours une armée russe. Et souvenons-nous, et c'est beaucoup plus frais dans nos mémoires, de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en septembre, octobre et début novembre 2020, qui a été littéralement réglée. Et donc ça veut dire que parce que j'ai appris ça, moi je dois dire, ODKB, là, donc cette espèce d'OTAN soviétique, donc Russie, Kazakhstan, Kirghizie, enfin on dit Kyrgyzstan maintenant, Biélorussie, Arménie, Tadjikistan, voilà, ça c'est à moi, vous y touchez pas, et tout le monde est d'accord avec ça, Laurence? Alors, moi rapidement, parce qu'il faut qu'on fasse la pause. Si on regarde la situation encore un petit peu plus, moi je dirais qu'il y a le feu tout autour de la Fédération de Russie, parce qu'on a cité, il y a le Kazakhstan, il y a eu l'Arménie et puis l'Azerbaïdjan. Il y a quand même il y a le Donbass avec l'Ukraine, et puis quand on remonte, il y avait quand même aussi la Biélorussie où il a fallu que les Russes interviennent pour que Loukachenko garde son pouvoir. Donc encore une fois, pour moi, c'est une preuve de faiblesse. Et ça, c'est la faiblesse extérieure, et on parlera peut-être après la pause de la faiblesse intérieure de la Russie, parce qu'en termes d'économie, en termes de population, c'est une population qui décroît la Russie aujourd'hui. Hein. Donc pour moi, ce sont les signes d'une manifestation extérieure de force, mais qui est en fait une traduction de faiblesse interne. Dans un instant,